Alors, vous pouvez voir sur le mur à ma gauche, à votre droite, donc une première série de gagnants de prix de présence et il y aura 2 autres affichages après la conférence de M. Fortin. Mais avant, nos amis journalistes avaient oublié quelque chose d'important, alors je vais donner la parole à Camille pour un message. Donc, tout à l'heure, on avait fait un reportage sur Microbalado et on avait oublié de vous présenter une chose comme ça, je me souviens plus du nom, et pour que vous puissiez nous laisser vos commentaires sur un Padlet pour qu'on puisse s'améliorer. On pourra mettre un autre, j'en avais un autre, on pourrait le mettre à l'entrée. Merci. Alors, il y a ici le code qui est accroché au lutrin, puis elles vont en afficher un autre code dans le corridor. Maintenant, on y va avec la conférence de M. Fortin, donc Yves Fortin, que vous voyez sur la scène. Alors, c'est un enseignant de physique au Cégep Garneau. Alors, comme enseignant, il a conçu et développé de nombreux montages et démonstrations pour soutenir l'enseignement. C'est lui qui a créé le concours Science on tourne et qui a mis sur pied le centre de démonstration en sciences physiques. Je pense que c'est bien entre autres. Alors, je cède la parole à M. Fortin jusqu'à midi, qui sera notre heure de dîner. Alors, M. Fortin. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, la présentation d'aujourd'hui, ce n'est pas une conférence, comme vous vous en doutez bien. J'ai pris ma retraite il y a à peine 2 ans, donc la seule chose que j'ai faite dans ma vie, c'est ce que vous faites vous-même, c'est-à-dire enseigner. Puis comme vous tous et toutes, j'ai eu à innover fréquemment. Quoique pendant que je faisais ce que j'avais à faire, je n'avais pas l'impression que c'est ce que je faisais mon travail, donc j'essayais de trouver les meilleures façons de faire amener les étudiants à vouloir apprendre, qui est probablement le principal défi qu'on peut avoir à relever quand on enseigne. J'ai constaté qu'avec les nouvelles technologies, puisque le thème, c'est les nouvelles technologies, que les nouvelles technologies, on l'a même évoqué hier, ça peut être une source de distraction. Donc, moi, mon principe, c'est que j'amène toujours trop de matériel. Pourquoi? Parce que je sais que je n'aurai pas le temps de couvrir tout ce que j'ai amené. Ça crée une frustration. Vous savez que la frustration en sciences, c'est un moteur important. Quand les gens sont frustrés de ne pas comprendre, il y en a qui vont passer une partie de leur vie à essayer de lever la frustration en question. Donc, moi, je la crée, la frustration. Même des fois, je l'évoque directement. Puis, l'autre chose, c'est la suivante, c'est qu'avec beaucoup de matériel comme ça, souvent, les étudiants, pendant nos belles envolées vers les grandes sphères de la hauteur de la connaissance de l'humanité, ils décrochent. Fait que s'ils ont un ordinateur comme vous en avez, bien, ils décrochent dans leur univers, ils vont où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je m'arrange pour qu'ils décrochent dans les bebelles que j'ai amenées. Fait que quand ils ne m'écoutent pas et qu'ils se demandent ce que c'est, je me dis au moins, ils se sont questionnés sur quelque chose que j'avais mis sur la table. Et en ce qui vous concerne, bien, je vais créer une distraction en vous faisant circuler, parce que vous êtes un bon groupe, donc ces pièces-là m'appartiennent personnellement. Je vous demanderai de ne pas vérifier, elles sont faites en quoi, ce n'est pas du plomb, ce n'est pas du plastique. Essayez pas de les égratigner, faites juste les manipuler. Est-ce que ça va? Oui, on est entre nous autres. Fait que je les fais circuler, puis plus tard, quand tout le monde les aura eu, il y en a 3. Fait que faites-la promener. Fait que voyez-vous, là, vous ne m'écouterez pas pendant que vous allez faire ça, mais peut-être aussi que vous allez lâcher le feedback. Il ne faut pas rester dans le canal des micros. Donc, il y a 3 pièces. Je vous invite à les faire circuler. Puis, je vais en mettre une à l'autre bout, parce que vous avez pensé que j'ai un avantage à gauche. Puis quand ça sera terminé, ou quand tout le monde les aura entre les mains, vous me les ramènerez. Puis si j'y pense, d'ici à la fin de la présentation, je vous en parlerai peut-être. Donc, sans plus tarder, il y a comme 2 aspects qu'on m'a demandé d'évoquer. Donc, je vais y aller immédiatement avec la première partie. J'espère que je vais être capable de passer à travers tout. Une chose que je dis souvent à mes étudiants, c'est que je considère toujours les gens qui se m'adressent comme des gens intelligents. Puis il y a un gros avantage quand on se met dans cette posture-là, c'est que les gens intelligents, tu peux leur dire des choses qu'ils ne comprennent pas. Fait que ça se peut que je vous dise des choses que vous ne compreniez pas. Mais en fait, pas vous. Quoique. Parce qu'en fait, comprendre, c'est un grand mot. Hein. On sait plein de choses. Vous savez plein de choses. Moi aussi, je sais plein de choses. Donc ça, là-dessus, on est sur le même pied. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on sait? Puis est-ce qu'on comprend ce qu'on sait? Puis cette attitude-là de toujours douter de notre niveau de compréhension, ça nous met à peu près dans les mêmes chaussures que les gens qui sont devant nous. C'est-à-dire quand on leur martèle ou OK, c'est la vieille tradition, le prof qui déverse son fiel à travers des cruches qui veulent se laisser remplir, là, on oublie ça.
Mais toutes les activités qu'on monte, c'est quand même nous qui les montons dans le but premier de faire en sorte que les gens apprennent des choses qu'ils n'apprendraient pas si, en tout cas, peut-être pas à ce niveau-là, si on les laissait le faire spontanément. Moi, je pense que comme prof, on a un travail de médiation que pas beaucoup d'autres mondes que nous autres peuvent faire. Puis s'il y en a qui doutent, moi j'ai entendu plein de choses sur l'école, les grands changements qui s'en viennent. Écoutez, là, les changements, il y en a toujours eu. Là. Puis une bonne partie des changements, c'est nous, l'école, qui les provoquons. Hier, on a beaucoup parlé de la révolution du numérique. Moi, je peux vous dire que c'est l'école qui va influencer le numérique. Comme l'école a influencé les mathématiques. Prof de maths, c'est? Est-ce qu'il y a des profs de maths? Oui. Bon, les maths, au début, chez les Sumériens, c'était des trucs que les arpenteurs avaient pour résoudre leurs problèmes. Des trucs qui étaient les seuls à les connaître, à les comprendre. Mais quand on a eu à les enseigner à des apprentis, ça l'a forcé d'installer une cohérence, une harmonisation des idées. Puis c'est l'enseignement qui a imposé ça. Donc finalement, les maths sont devenues cohérentes parce qu'on a eu à les enseigner. C'est par l'école que c'est arrivé. Autrement, c'était des trucs, comme des trucs de magicien. Il y avait quelqu'un qui savait résoudre des patentes. Quand on allait le voir, il te le résolvait, puis c'était fait. Puis quand on a enseigné les idées qu'on a enseignées, il y a toutes sortes de trucs qu'on peut utiliser. Puis moi, je vous le dis, je tire sur tout ce qui bouge. Donc, je suis prêt à tout pour atteindre mon but. C'est-à-dire faire en sorte que les jeunes qui sont dans la classe veuillent apprendre. Donc, si on va sur la base de l'innovation, bien, je vais vous donner le mode d'emploi de l'innovation. Okay? Tout le monde se demande comment est-ce qu'on fait. C'est très simple. Innovation, mode d'emploi. Pour innover, il faut savoir aimer. Ensuite, il faut croire aux esprits. Ensuite, il faut avoir des visions. Et finalement, il faut avoir des problèmes. C'est le plus important, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Donc, c'est sûr que des problèmes, vous en avez, oublions ça. Donc, on les réglera. En fait, on ne les réglera pas tous, mais on peut toujours imaginer ce que ça peut être dans votre cas. Donc, allons-y, dans l'ordre. Savoir aimer. En fait, aimez-vous l'aventure? Aimez-vous les défis? Aimez-vous les risques? Aimez-vous la techno? Certains oui, d'autres non. Aimez-vous vos élèves? Les jeunes? Oui. Votre matière? La bonne question, aimez-vous lire? Bon, là, je pourrais poser la question qui tue après, c'est lisez-vous? Parce que d'habitude, on connaît la réponse, il faut dire oui quand quelqu'un nous demande si on aime lire. Mais après ça, la réponse, lisez-vous, vous dites vous aussi, c'est pas grave. Donc, la raison pour laquelle il faut savoir aimer pour être capable d'innover, c'est que si vous décidez d'innover, il va vous arriver tellement de choses pendant que vous allez essayer de le faire, que si vous n'avez pas un amour profond de ce que vous voulez faire exister, il est fort probable que vous n'aboutirez pas dans vos innovations. Donc, il faut vraiment aimer des choses profondément. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Bien, ça, on le verra. Oups, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il s'est remis au début, là. Allons-y, croire aux esprits. Tiens. Si vous innovez, vous allez nécessairement faire appel aux esprits. C'est incontournable. Vous allez certainement faire appel à l'esprit critique, l'esprit de coopération. Plusieurs vont préférer l'esprit de compétition. Moi, il y a un esprit qui me tricote particulièrement, c'est l'esprit des lieux. Il faut tenir compte de l'esprit des lieux. Si on ne tient pas compte de l'esprit des lieux et on veut innover, je vous garantis, il est fort probable que ça n'aboutira pas. L'esprit des lieux, au sens les lieux, ici on est dans un amphithéâtre plutôt moderne. Bon, on n'a pas le sentiment qu'on est dans un lieu patrimonial, donc à la limite, moi, ça ne me gênerait pas du tout de mettre un ancrage dans le mur sans le dire à la direction parce que je veux tendre un fil, faire une expérience pour mes étudiants. Mais je ne ferais pas ça dans un bâtiment du 15e siècle. Donc, il y a des lieux qu'on doit respecter parce qu'ils ont une valeur, mais l'esprit des lieux au sens que la plupart l'entendent habituellement, qui s'appelle la culture d'établissement. Si on ne tient pas compte de l'esprit des lieux, il est fort probable que les projets n'aboutissent pas. Puis l'esprit des lieux, étonnamment, ça change d'une institution à l'autre, puis on peut penser que ça change avec le temps. Mais ça, on peut penser que ça change avec le temps. En fait, ce qui change souvent, c'est les formes, c'est la façon de le dire. Mais si on s'intéresse à l'histoire des connaissances qu'on enseigne, à l'histoire de notre domaine, on se rend compte qu'on a toujours été sur une vague de changement, nous, les gens d'école. Pourquoi? Parce que c'est nous qui le provoquons. Si on est allé sur la Lune, puis on est allé sur Mars, puis vous avez des ordinateurs avec des PowerPoint qui vous permettent de prendre une image qu'on envoie en Europe, c'est parce que vous avez fait votre job. Ces gens-là sont allés à l'école, ils ont suivi des cours en première année, puis ils ont fait du français. Puis s'ils n'en avaient pas fait, je vous garantis qu'ils n'auraient pas travaillé dans l'usine qui a permis de construire la fusée qui a amené leur sonde là-bas. Puis
Puis s'il y a quelqu'un devant sa manette en train de contrôler un robot sur Mars, c'est parce qu'il y a un prof de français qui a donné un cours en première année. Puis probablement que l'ingrédient le plus important pour être capable de faire de la science et comprendre le monde dans lequel on vit, c'est de maîtriser sa langue. Parce que les concepts qu'on a inventés pour rendre compte de la nature telle qu'on la perçoit, ces concepts-là résident dans des mots. Donc on dit souvent « une image vaut 1000 mots ». Maintenant que tout le monde est complètement viré à l'envers par des vidéos, bien là, c'est plus ça, c'est maintenant une image vaut 30 000 mots par seconde. Par contre, les mots valent quoi? Bien, il y a des mots qu'on utilise qui valent l'histoire de l'humanité, qui valent l'effort surhumain que des gens ont mis dans leur vie durant pour faire aboutir un concept qui n'intéresse à peu près personne. Puis votre job, c'est de l'enseigner. Puis ça n'intéressait personne dans le temps, puis ça n'intéresse encore personne maintenant. Ça, c'est plate. Comment rendre ça intéressant? Bien, justement, il faut innover. C'est ce qu'on va essayer de faire à travers quelques démonstrations que j'expliquerai très peu, parce que le but, ce n'est pas de les expliquer, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire dire aux choses qu'on a à enseigner. Bon, moi, j'enseigne au collégial, donc moi, je suis de ceux qui bénéficient du travail que vous avez fait au secondaire et au primaire. Puis je vous dis, vous faites un bon job. Pourquoi? Parce que nos étudiants... Non. Moi, ça me tente de nous entendre décrier continuellement de tout ce qui ne va pas. Là. Je vous le dis, hier, j'ai vu des yeux d'une petite fille dans un kiosque. Ça valait tout. Mais ça ne passera pas aux nouvelles. La semaine passée, il y avait une gang qui faisait la robotique FIRST dans une école secondaire. Ils m'ont demandé d'être mentor. Je ne serai pas trop menteur, moi, vous dire ce que je pense. Mais... Puis quand je regardais ces jeunes-là travailler, c'est incroyable l'énergie qu'il y avait là. Mais ça ne passera pas aux nouvelles. Par contre, il y a toutes sortes d'autres choses qui vont passer aux nouvelles pendant des semaines. Dans la même école. Ils ne viendront pas voir la face des jeunes qu'on a vus hier. Parce que ça, c'est des bonnes nouvelles, c'est plate. Mais ça, on s'en fout. Moi, quand je suis dans ma classe, j'aime ça imaginer que ma classe, c'est comme une bulle. Puis pendant qu'on est dans ce bulle-là, on est entre nous, on peut discuter d'idées qui n'intéressent personne, puis on va les traiter d'une façon dont on les traite peu quand les gens prennent la peine d'en parler. Pourquoi? Parce que dans une école, ce que vous faites, justement, on va chercher un aspect qui est souvent caché derrière la partie la plus apparente. Donc voici, quand je vous dis l'esprit des lieux change avec le temps, allons voir ça. Voici un rapport qui a été fait pour l'Assemblée nationale française en 2006. J'ai fait un déjeuner matinal avec cette délégation-là de personnes très importantes des ministères de l'Enseignement en France, qui s'interrogeaient, comme plusieurs personnes s'interrogent, sur la désaffection des sciences chez les jeunes. Les jeunes ne s'intéressent plus aux sciences. Puis pendant la réunion, je me demandais qu'est-ce que ça donnerait de cet échange-là, qu'est-ce qui se rendrait dans la classe des jeunes en France. J'avais de la misère à imaginer, mais quand j'ai lu le rapport, j'ai trouvé qu'il y a des belles affaires là-dedans. En fait, les gens qui s'intéressent à l'éducation, c'est des gens brillants. C'est des gens qui sont soucieux de faire en sorte que les choses s'améliorent, qu'on suive la parade. On n'est pas en retard. Au contraire, la plupart du temps, on la devance, mais ça ne paraît pas. Voici ce que ce rapport-là disait. Ça, c'est très intéressant pour un prof de sciences, mais c'est intéressant aussi pour un prof de français ou un prof qui fait de la techno. Donc là, on va lire, parce que je vous ai demandé si vous alliez lire, donc j'imagine que vous voulez le lire. Est-ce que vous êtes capable de le lire? C'est trop petit. Une grande partie du paradoxe de la technologie, en fait, c'est l'introduction. Ça part comme ça. Là. Une grande partie du paradoxe de la technologie moderne est qu'elle s'utilise bien plus facilement qu'elle ne s'explique et que d'une certaine façon, elle se retourne contre la science qui l'a rendu possible. Réfléchissons à ça 2 secondes, puis on va voir qu'il y a une profondeur là-dedans qui peut être un petit peu angoissante pour des profs. Parce que tu te dis, plus qu'on leur en entre les mains, plus ça court-circuite certains schémas qui doivent s'installer pour être capable d'en faire de la science. Savoir que la science se fait, c'est une chose. Mais les gens qui sont devant nous, j'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire. Vous autres non plus, d'ailleurs. Hein? Ça, c'est fou. Hein? On travaille avec du monde, mais on n'a aucune idée de ce que ça va donner. Bon, on sait qu'on a fait des choses intéressantes, mais ils vont s'en servir comment? Est-ce qu'ils vont s'en servir? Une chose est sûre, ça va leur servir d'avoir eu à l'apprendre, même s'ils ne se servent jamais de ce qu'ils ont appris. À la réponse que les jeunes formulent souvent, vous poserez la question, moi je la demande tout le temps, c'est toujours le fun. Est-ce que vous trouvez, vous les jeunes, peut-être que vous avez trouvé ça quand vous étiez jeune à l'école aussi, qu'on vous enseigne des affaires qui ne servent à rien? La réponse est habituellement presque unanime. Oui, on apprend des affaires qui ne servent à rien. Vous avez raison. Ça ne sert à rien maintenant. Puis quand ça va vous servir, si on attendait que ça vous serve pour vous le montrer, bien, ce serait cuit, vous ne pourriez pas vous en servir parce que ça prend des années à intégrer certaines des idées. Puis vous allez voir, il y a des montages là-dedans qu'on a fait au primaire, qu'on refait au secondaire, qu'on fait au cégep, puis qu'on fait encore à l'université. Même phénomène. Puis en plus, c'est des vieilles idées, ce n'est pas des idées neuves. Tu sais, des choses neuves, que ce soit modernes. Le nouveau Tide qui lave plus blanc que le nouveau Tide qui l'avait déjà plus blanc que. Bien, Archimède, 2200 ans, ça n'a pas bougé d'un poil. Il y a des idées qui sont fortes. Il y a des idées qui sont fortes. Quand tu dis que ça n'a pas bougé d'un poil pendant 2000 ans, il a dû mettre le doigt sur quelque chose de pas pire. Il y a d'autres idées comme ça qui durent moins longtemps,
Puis c'est parfait parce qu'il y a plein de monde partout, vous en faites partie, vous faites partie de ceux et celles qui s'arrangent pour qu'il y ait des gens qui pensent comme ça. Moi, je pense qu'il y en a de meilleurs. Puis je peux passer ma vie à essayer de démontrer qu'il s'est trompé, le vieux. Et jusqu'à maintenant, personne ne l'a remis en défaut. Dès l'instant où on utilise une télécommande, on n'a plus vraiment besoin de comprendre. Puis c'est tout le drame, c'est que nous, notre job, c'est de faire en sorte que les jeunes veuillent comprendre. Savoir, c'est facile. Vous savez plein de choses. D'ailleurs, en vérifier les choses que vous savez. Tiens. Vous savez ce que c'est que de l'air? Oui. J'ai un ballon plein d'air ici. Un ballon plein d'air, ça a un poids. Hein. Tout objet fait de matière a un poids, je ne vous apprends rien. Ben, je ne sais pas. Ça, c'est baveux. Ça, là, c'est la pire affaire. Je l'ai fait, excusez-moi. La pire affaire, c'est d'aller dire, ah ben, vous savez, ça, c'est facile. Non, mais c'est facile pour toi, tu as passé ta vie à étudier là-dedans. Ça fait 30 ans que tu enseignes. J'espère que c'est rendu facile un petit peu, là, mais quelqu'un qui ne le sait pas, dire d'avance que c'est facile, ceux qui ne comprennent pas, ça y est, ils viennent me le dire encore une fois. Ils ne me l'ont pas dit à moi, mais c'est à moi qui parlais, je suis certain. Donc voici, j'ai un ballon plein d'air. Vous savez ce que c'est que de l'air? Ouais. Je vais le laisser tomber, vous allez voir qu'il est. Wow! Oups! OK, juste pour le fun, parce que tant qu'on a un objet dans les mains, on peut toujours se concentrer sur la leçon qu'on veut donner. Ça, on a le choix de faire ça. Mais on peut aussi aller sortir du jus qui n'a aucun rapport avec ce qu'on veut montrer. Hein, voici, tiens, beau phénomène. Quand le ballon tourne, là, je vais dire une connerie. Et si j'avais été avant le développement de la connaissance scientifique mathématisée, il y aurait des gens qui auraient pu croire à ce que je dis là. C'est qu'un ballon qui tourne ne pèse plus rien ou pèse beaucoup moins. Oups. Vous avez vu comment il descend moins vite? Bizarre, hein? Donc, tout le monde le sait, le poids, la rotation enlève le poids aux objets. Me croyez-vous? Non? OK, bien, là, vous pourriez peut-être penser, on ne sait jamais, il y a une nouvelle physique qui se développe. Tu sais, le boson de Higgs a peut-être permis de trouver une propriété aux rotations. OK, la question qui tue maintenant. Est-ce que c'est lourd? Non, hein? Bien, là, ça prend des témoins, parce que d'habitude, ça prend toujours quelqu'un. C'est pour qu'un fait soit une vérité, ça prend un témoin. Les nouvelles vont marquer, il y a toujours un témoin sur place. Il n'a rien vu, mais il était là. Donc, c'est sûrement vrai ce qu'il dit. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui va dire « Oui, c'est léger ». Voici. Est-ce que c'est léger? Oui, c'est léger. Hein? Là, je ne ferai pas le test parce que c'est léger, mais est-ce que c'est pesant? Bien, ça ne peut pas être léger et pesant en même temps, on va le vérifier. Si je mets le ballon sur ma balance, en espérant que ça tienne, pas évident de faire tenir ça, parce que évidemment, ça a l'air léger, hein, ça ne veut pas tenir. Et voyez pourquoi je trouve toujours ça important de le faire en vrai? Si on ne le fait pas en vrai, les contraintes de manipulation n'existent pas. On parle en théorie de quelque chose. Yogi Berra dit une grande vérité. En théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique, mais en pratique, il y en a une. Donc, cet objet-là ne pèse pas grand-chose. En fait, il pèse une vingtaine de grammes. J'aurais pu déposer un petit poids de 20 grammes ici, là, puis j'aurais à peu près annulé. J'en ai un 20 grammes, tiens, je vais le mettre. Ça prend du temps. Voyez-vous, le genre de temps qu'on veut éliminer parce qu'on n'a pas de temps à perdre, on a bien des choses à couvrir. Donc, on va faire ça par une simulation, un petit vidéo. Ça marche. Ah, il en manque un peu. Peut-être 30. Oh boy, j'étais collé. Encore. Peut-être plus 50. C'est encore collé. Il n'aurait pas fallu que je le mette au-dessus de l'eau. Ah, le 50, je suis beaucoup trop. Donc, autour de 30, tiens. Êtes-vous d'accord? Imaginons que c'est correct. Bon, autour de 30 grammes. Parfait. Maintenant, j'ai ici 300 grammes dans mes mains. Je pourrais les mettre dans une bouteille. Là. On va faire un petit test pour voir si vous êtes nerveux, si vous avez confiance en la science. Certains diraient qu'il faut avoir la foi. J'ai 300 grammes là-dedans. Je vais me permettre de quoi de terrible. Là. Il y a quelqu'un qui ne le sait pas, fait que je pourrais la surprendre en lançant, mais je vais faire ça avec quelqu'un qui me regarde. Ça te tente-tu? Non, pas vraiment? Toi, ça te tente-tu? Ça te tente? OK. Laisse-les te frapper. Je vais essayer de je ne sais pas où je vais t'attraper, là. Non. On le fait en vrai, là. OK? OK. Puis, pas pire? Bon, c'est mieux. En fait, ça aurait été mieux pas, mais on n'en meurt pas. OK. Maintenant, j'ai là-dedans 300 grammes. OK, bouge pas. Je vais te le tirer. Ah, là, tu ne veux pas vraiment. Étonnamment, le poids de ce qu'il y a là-dedans, c'est le même que le poids de ce qu'il y a là-dedans. Il y a 300 grammes d'air là-dedans. Là, je vois des faces
qui ne veulent pas. Bon, quand on enseigne la science ou n'importe quoi d'autre, c'est important de provoquer des faces qui ne veulent pas. Parce que quand la face ne veut pas, même quand on sait qu'il ne faut pas que ça paraisse, il y a des choses qu'on ne peut pas, c'est irrépressible, bon, ça se produit tout seul. Là, je viens de dire de quoi qui a l'air à heurter considérablement votre compréhension de ce que c'est que de l'air. Ça, c'est bien pesant, puis ça ne pèse rien. Regarde, je fais ça, alors que lui, si je l'échappe, la bouteille va casser, ça va faire un vacarme de fou. Et pourtant, on sait aujourd'hui que le poids de l'air qui est là-dedans est le même que le poids du métal qui est dans ça. Mais pourquoi est-ce que je ne sens rien? Ou du moins, j'ai l'impression de rien sentir. Parce que c'est fait en long. OK, tiens, on va faire de la vraie science. Pourquoi? Parce que c'est fait en long. Ça prend plus d'espace. Densité, à cause de la densité. C'est une réponse partielle, mais oui. Non, gênez-vous pas, on est entre nous autres, là. C'est pas à l'examen. Puis, vous n'êtes pas tous filmés, c'est moi qui ai l'air fou là-dessus. Donc, ouais, vous n'avez rien d'autre à dire? En tout cas, les deux réponses qui ont été données ne sont pas bonnes. Donc, je vous remercie, vous êtes des gens généreux. Vous avez offert à tout le monde des mauvaises réponses. Puis, vous le savez, la science se construit sur la somme de toutes les erreurs qu'on a surmontées et qu'on a réussi à colmater pour arriver à une vérité qu'on juge acceptable. Maintenant, il y a des vérités qui durent. On peut penser que Archimède est tombé dessus direct. Mais il y a des vérités qui ont évolué pas mal, parce qu'au début, on disait pas mal de conneries, et on en dit encore beaucoup. Certains plus que d'autres, d'ailleurs. Puis certains même qui ont beaucoup de pouvoir. Ça, c'est plus dérangeant. Mais l'objet qui est là pèse 300 grammes, l'air qui est là-dedans pèse 300 grammes. En fait, la densité de l'air, la masse volumique de l'air, c'est 1,2 kg par mètre cube. J'ai 3 dixièmes de mètre cube là-dedans. Donc, j'ai 3 dixièmes de kilo, 300 grammes. Pourquoi est-ce que je ne le sens pas? Avez-vous déjà pris un sac plein d'eau puis le plongé dans l'eau? Il ne pèse rien. Un sac plein d'eau dans l'eau, ça ne pèse rien. C'est faux. Je ne ressens pas son poids, mais il est pesant. La preuve, c'est que quand je le sors de l'eau, là, il est pesant. Bien, un sac plein d'air dans l'air, ça pèse le poids du sac. Je ne ressens pas l'air qui est dedans. Il faut que je fasse attention, il y a un trou. Hein? Avec les spots d'en face. Par contre, ça, c'est tellement plus dense que lui, je ressens son poids. Mais à cause du fait qu'il est dans l'air, il est un peu moins pesant, du moins la perception que j'ai de son poids est plus faible, parce qu'Archimède joue, justement. On a parlé du vieux qui fait 2000 ans que son idée est sortie. Bien, même si on connaît le principe depuis 2000 ans, on ne l'a pas intégré nécessairement. Personne n'est arrivé avec l'explication spontanément. Pourquoi? Ça n'arrivera pas. Nos intuitions, notre façon d'appréhender le réel, l'approche empirique, celle naturellement qu'on fait tous et toutes, crée des modèles dans nos têtes qui s'installent durablement. Et vous le savez, une grande partie de notre travail, c'est de déconstruire ce qu'ils ont compris qui marchait pour eux depuis toujours, puis remplacer ça par de quoi qui a l'air à venir des livres, puis on ne sait pas vraiment d'où ça vient. C'est d'ailleurs une des choses que j'essaierai de traiter à travers les démos que je vais faire. Parce que la genèse des idées, si on veut aider les jeunes à s'intéresser aux idées qu'on leur enseigne, ce n'est pas de révéler les faits connus de la science maintenant. C'est d'essayer d'expliquer en partie, très succinctement, en racontant des histoires, contre quoi, contre qui et à quelle époque certaines idées ont germé, puis contre quoi, contre qui et à quelle époque certaines idées se sont installées. Puis c'est ces idées-là qu'on enseigne. Moi, je dis toujours aux étudiants, vous êtes chanceux, on vous enseigne le meilleur stock. En fait, notre meilleur stock. Puis quand je vous parle, je nous parle. Ceux qui font ça, c'est des humains, c'est nous. C'est vous. Vous faites ça. Puis vous contribuez à ça par le cours que vous donnez à vos jeunes, par la fonction que vous occupez dans une école. C'est du monde, en fait, ce n'est pas des extraterrestres. C'est toujours le fun de mettre des extraterrestres partout. Mais. Puis ça, on en a parlé hier. Je trouvais ça intéressant. On en discutait il y a 1 an, on en discutait il y a 6 ans, on en discutait il y a 20 ans. Je suis certain qu'on en discutait il y a 2000 ans. Aujourd'hui, la science semble trouver sa légitimité, c'est-à-dire dans le fait qu'elle sert les besoins de l'économie. Et les arguments en sa faveur sont trop souvent associés à l'accroissement de la compétitivité économique industrielle dans une économie de marché mondialisé. Hein? Utilitarisme et humanisme. Bien, vous faites bien d'y penser parce que voici. Ça, c'était pour les Français. Pour nous, parce que est-ce que c'est un problème qui nous préoccupe, ça? Bien, on va essayer de lire à l'épaule. Ça fait de la peine, je vais le faire souffrir parce qu'il faut qu'il vienne cadrer ce petit bout-là en ne bougeant pas trop. On va lire vite. OK. Les bouleversements technologiques et scientifiques qui secouent notre société ont obligé nos institutions à faire certains constats. En 1994, le ministère de l'Éducation écrivait que la connaissance et la technologie sont devenues la vraie richesse des sociétés et dans la compétition mondiale, la source de leur productivité. Bon,
C'est une phrase plutôt banale, mais quand on regarde dans quel contexte elle est écrite, pour que ça surprenne, mais pourrais-tu faire un gros plan là-dessus? La science et la technologie à la maternelle et au primaire. Bon, je ne sais pas, ça ne s'adresse certainement pas aux élèves qui sont dans les classes du primaire, j'espère, mais étonnamment, ça finit par filtrer jusqu'à eux. Parce qu'il y a un discours. Regardez le vocabulaire qu'on utilise. Réinvestir, le commerce, la clientèle. Là, on est dans les affaires pas mal. Petrella, quand il disait un des grands dangers, un des 5 grands dangers qui menacent l'éducation, c'est la marchandisation, mais il avait bien raison, puis c'est fait. C'est une marchandise, l'éducation. Donc, vous êtes des fabricants de produits. En fait, dans la vision de certaines personnes, de beaucoup de décideurs. Dans ma vision à moi et dans la vision des collègues avec qui je travaille, c'est pas ça, pas en tout. Pas du tout. Bon, on est bien conscient qu'il y a cette incidence-là, c'est bien clair. Puis on ne peut pas la nier, au contraire. Il faut que ce soit utile à ceux à qui on enseigne. Et pour soutenir la dernière démonstration que je vous ai faite avec la petite ballonne, on va aller dans... Il faut toujours lire. Hein? C'est incroyable tout ce qu'on trouve dans les revues. Juste ici. Non, mais c'est bon parce que vous allez être d'accord. En tout cas, j'espère. Juste dans ce coin-là. Selon Toussaint et Hall, un bonhomme qui travaille beaucoup en pédagogie et en didactique, l'élève arrive en classe avec des conceptions bien établies qui sont basées sur les expériences et les apprentissages antérieurs. Ah! Les élèves arrivent en classe en sachant déjà des choses. Je trouve ça plate, moi. J'aurais aimé ça qu'ils rentrent dans les classes en sachant rien. Flambette, mais ils ne me donnent pas le choix. Mais voici cette idée-là là, qui date des années 90, 94. Mais voici, quand il se présente dans les cultures scientifiques, l'esprit n'est jamais jeune, il est déjà très vieux car il a l'âge de ses préjugés. Gaston Bachelard, formation scientifique, 1938. Moi, j'aime bien Bachelard. C'est un gars qui a réfléchi pas mal sur les questions qui nous intéressent. Je vous suggère, si vous avez du temps à perdre ou bien des idées à gagner, de lire Bachelard. Dans le même esprit, pour vous montrer que l'esprit des lieux change avec le temps beaucoup, hein, tout enseignement et tout apprentissage qui implique le recours à la raison procède de connaissances antérieures. Ça, c'est Aristote qui disait ça, c'est quasiment 400 ans avant Jésus-Christ. Ça fait longtemps qu'on disait la même affaire. Hein? Ça fait longtemps qu'on parle de ça, des préconceptions. On nommait pas ça comme ça dans le temps. Mais on était bien conscient que apprendre, c'est souvent déconstruire ce qu'on sait déjà pour le remplacer par une construction nouvelle qui est très fragile. Puis si elle n'est pas entretenue et continuellement sollicitée, on va tomber sur les tracks originales parce qu'il était bonne, celle-là. C'est nous-mêmes qui les avons intégrées. Notre travail est assez compliqué, finalement. Maintenant, pour avoir des visions, parce que c'est l'autre aspect, il faut savoir voir. Étonnamment, les gens ont l'impression que quand ils regardent, ils voient, mais voici ce que je pourrais vous en dire. Souvent, on ne voit pas ce qu'on regarde. On voit ce qu'on peut voir. Ça, c'est vos sens qui limitent ce que vous êtes capable de voir. Moi, je ne vois pas dans l'infrarouge. Il y a des animaux qui voient dans l'infrarouge. Je ne vois pas dans l'ultraviolet, des animaux qui voient dans l'ultraviolet. Moi, je vois dans le visible. Donc, je vous vois, vous êtes visible. Par contre, si on fermait les lumières, vous êtes rayonnant dans l'infrarouge, mais je ne vois pas, donc vous ne seriez pas là. Mais quelqu'un qui a une vision dans l'infrarouge, vous êtes des lumières, vous émettez. Vous ne réfléchissez pas, là, vous émettez. C'est un émetteur, une ampoule infrarouge. Donc, on voit ce qu'on peut voir, on voit souvent ce qu'on veut voir. D'ailleurs, ça, c'est un grand danger quand on fait de la recherche. Des fois, on cherche tellement à voir ce qu'on cherche qu'on le voit même quand ce n'est pas là. Vous connaissez des gens qui sont comme ça, vous? OK. Donc, quand on dit qu'on connaît des gens qui sont comme ça, ça veut dire qu'on peut être comme ça. Toujours facile de mettre ça ailleurs. C'est la faute eux autres, les scientifiques. Les scientifiques, c'est notre gang. Puis il y a du monde dans notre gang qui me font un petit peu gêne. Puis Hitler est dans ma gang. Ça me tanne. Mais c'est ce que je fasse. Par contre, il y en a d'autres. Einstein aussi dans ma gang. Ah, lui, c'est plus cool un peu. Par contre, il est dur à comprendre. Il faut que tu travailles fort pour saisir ce qu'il veut dire. Mais surtout, on voit ce qu'on sait voir. Puis là, savoir voir, c'est autre chose. Allons voir ce que ça veut dire. Ça. Habituellement, nos sens nous trompent. Vous voyez là, 2 objets différents. Les voyez-vous? Tout le monde? Oui, j'espère. Je sais que vous avez eu une grosse journée hier. Certains ont bien bu au souper. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un effet optique, c'est vraiment... Mais en réalité, ce que vous regardez, vous voyez 2 objets différents. Ce que vous regardez, c'est 2 objets identiques. C'est 2 boules identiques qui ont été plongées dans des milieux qui font en sorte que la lumière qui provient d'eux jusqu'à mes yeux est déformée, me donnant l'impression qu'il s'agit de 2 objets différents. Donc, quelqu'un qui n'est pas au courant... Oups. Ah, non. Tannant, ça? Oui. Quelqu'un qui n'est pas au courant qu'il y a un montage, là. Vous allez me dire comment il pourrait ne pas l'être parce qu'on le voit. Bien, je pourrais le cacher. Un miroir, on fait ça beaucoup. Hein? Tu fais un mur en miroir, les gens ont l'impression que tu es dans une pièce immense, jusqu'à ce qu'ils se voient dans le mur. Ils disent, je suis l'autre bord. Du coup, là, ils comprennent.
Non? Ça vous arrive jamais, ça? Ouais. Moi, c'est tout. Je trouve ça fascinant de voir que les gens qui se regardent dans le miroir le matin ne se disent pas « C'est bizarre, à tous les matins, il y a quelqu'un qui me ressemble, qui est là au bord dans la cuisine, puis il me regarde, puis il fait tout ce que je fais. » C'est réglé pour vous autres, hein? Faites ça devant un jeune chat. Il devient fou. Lui, il n'est pas pigé que c'est lui. L'une des raisons pour lesquelles il ne pige pas, on peut penser qu'il ne comprend pas. Puis en plus, le chat qui est dans le miroir, il est baveux, parce que quand lui avance, l'autre aussi avance. Mais probablement que le traumatisme du chat vient plus du fait qu'il ne l'a pas senti. Un chat qui ne sent pas, c'est comme si vous, tranquillement, pendant que je vous parle, votre sens de la vue disparaît. D'après moi, vous ne seriez pas calme. Vous n'attendriez pas la fin de la conférence pour vous lever en panique. Hein? Bien, un chat qui est à côté d'un autre chat et qui ne l'a pas senti, il sent qu'il manque quelque chose. Donc voici, vous êtes devant deux objets identiques et vous ne les voyez pas identiques parce qu'il se passe de quoi entre eux et vous. Puis si vous n'aviez pas été conscient de ça, vous auriez été convaincu qu'il s'agissait de deux objets différents. Mais voici, il y a un phénomène auquel, puis voici l'explication qu'on donne quand on fait de l'optique. Parce qu'aujourd'hui, on a une explication de ça. Les rayons lumineux, puis la géométrie optique, puis tout ça. Mais le problème, c'est que les rayons lumineux, on ne les voit pas. La lumière, ça ne se voit pas à moins d'aller exciter le détecteur qui est dans le fond de mon œil. Puis, il y a seulement les quelques rayons qui pénètrent dans le petit trou que j'ai en avant de mon œil qui seront détectés. Toute la lumière qui circule dans tous les sens ici, puis je vous le dis, il y en a. Là, je ne la vois pas. Plate, ça. Mais je peux être convaincu que c'est vrai parce que, d'après moi, vous avez à peu près la même allure si je me plaçais là. Mais quand je vous regarde, je ne vous vois pas. Fait que je vais y aller voir si c'est vrai, parce que peut-être que rien, mais quand je viens ici, je vous vois encore, mais si je me tourne, ah, non, vous êtes là. Étonnamment, quand je te regarde, puis je suis ici, puis que je te regarde, puis je suis ici, tu n'es pas le même. Ton oreille n'est pas à la même place. En fait, tu es quoi? Non, mais quand on fait de la science, c'est une question banale, mais ce n'est pas une question si banale que ça, parce qu'il faut les placer, les objets, dans un contexte pour être capable de les interpréter. Bien voici, ce phénomène-là, vous en avez été témoin à tous les jours. D'ailleurs, je vous invite aujourd'hui à prendre un petit moment d'émotion pour regarder le soleil se coucher. Il va être franc ouest. On est à l'équinoxe aujourd'hui. Quelle belle journée. D'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle j'ai amené ça. Pour vous dire qu'aujourd'hui, on est à l'équinoxe. J'aurais pu vous le dire sans amener l'objet, mais il y a de quoi dans cet objet-là qui me fascine. Ça s'appelle une sphère armillaire. C'est le même gars qui a inventé le principe qui porte son nom depuis 2000 ans, Archimède. Archimède a développé en partie cet objet-là il y a plus de 2000 ans. Puis la question qui me trotte dans l'esprit chaque fois que je regarde ça, en fait, c'est dur à trouver, il a fallu que je le fasse. J'ai eu un plaisir fou à faire ça, parce que je me suis dit, il y a 2000 ans, Archimède faisait exactement la même chose que moi. Il tordait des cercles, mais de la bonne grosseur, qui disposait sur d'autres cercles au bon endroit, pour matérialiser l'idée qui se faisait de l'univers. Si vous n'êtes pas ému par ça, vous êtes fait fort. Non. Alors, il y a quelqu'un, il y a 2000 ans, qui se fait une conception de ce que c'est que l'univers. Il fabrique une patente, puis il peut tenir l'univers dans ses mains. Ce n'est pas banal. Bon, aujourd'hui, on a ça dans un iPad, en réalité augmentée. Hein, tu pointes un bidule vers le ciel, puis tu vois quelles sont les étoiles qui sont là, quel est leur nom, leurs caractéristiques. Puis, tu as besoin juste de cliquer App Store ou je ne sais pas quel autre store que vous voulez. C'est là-dedans et c'est réglé. Donc, sans comprendre rien de l'astronomie, vous allez voir quelles sont les étoiles qui sont dans votre champ de vision grâce à l'appareil. C'est fort, la techno. Hein? On est-tu hot? C'est notre gang, c'est vous autres. C'est parce que vous faites votre job que c'est possible. Il faut toujours se le dire, ça. Quand toute la gang font le litanie de tout ce qui ne va pas à l'école, moi je dis, ah, tu as bien raison. Dans le détail, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on fait une pas pire job. On a trouvé quand même quelques bons petits trucs. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, le soleil s'est levé à l'est, ici. À midi, il va être là. Puis à soir, il va se coucher exactement à l'ouest. Donc ça, c'est le cercle qui représente la trajectoire apparente du soleil dans le ciel le jour de l'équinoxe. Archimède a fait ça il y a 2000 ans. Ça devait être plate dans son temps pour prendre du temps pour penser à des affaires comme ça. Il n'y avait sûrement pas d'iPad. Donc, c'est quand même incroyable. Et aujourd'hui, cette connaissance-là, c'est le modèle de Ptolémée. La Terre est au centre de l'univers là-dedans. Je trouve que c'est le meilleur modèle. Ce n'est pas le bon, mais je trouve que c'est le plus beau. Parce qu'en fait, j'ai trouvé un peu modeste, le centre de l'univers, ce n'est pas la Terre, c'est moi. Tout est toujours au-delà de ce que je regarde. Bon, ce n'est pas par prétention que je le dis, mais j'aime bien ça de temps en temps me donner de l'importance. Mais d'habitude, je ne le dis pas quand il y a du monde. Donc, ce que vous voyez là, l'image que vous allez voir à l'écran, c'est le soleil.
Ben, le soleil, quand il se couche et quand il se lève, il n'est jamais là où vous le voyez. Est-ce que vous aimez ça? Bon, les profs de sciences d'astronomie, pour vous autres, c'est réglé. Là. Mais ceux qui ne sont pas ni profs de sciences ni profs d'astronomie, j'en détecte quelques-uns par le regard. Le soleil n'est jamais là où vous le voyez quand il se couche puis quand il se lève. Quand le disque, le bord inférieur du disque solaire touche l'horizon, le vrai soleil est exactement en dessous de l'horizon. Ça veut dire que si vous aviez un fusil à soleil, puis que vous le tirez où vous le voyez, vous ne l'attraperez jamais, il n'est pas là. C'est fou pareil, hein? Qui c'est qui s'intéresse à des questions comme celle-là? Non, non, quand même, il faut se la poser, cette question-là, parce que dans le monde moderne dans lequel on vit, il y a bien des choses plus intéressantes à mijoter que le soleil n'est pas là où je le vois. Puis, de toute façon, je ne le regarde même pas quand il se couche. Puis, de toute façon, si les gens le regardent, probablement ils vont le regarder dans leur iPhone. Donc, ça, c'est fascinant parce que quand on dit que pour être capable de voir, il faut savoir voir, bien justement, les gens qui savent ça, ça n'enlève rien du romantisme de coucher de soleil, je vous le dis tout de suite. Par contre, si tu es avec une date qui est ennuyeuse, bien, si tu te mets à parler de ça, ça va couper court. C'est une belle façon de... Puis si tu es avec une date avec laquelle tu es en affinité, ça ne vaut pas la peine de penser à ça. Mais ça peut meubler un temps mort, disons. Je vais sauter celle-là. Mais je vais sauter toute la suite d'ailleurs, parce que là, ce qui m'intéresse, il faut que je regarde mon temps. Ah. Oh boy, il faut que je regarde mon temps, donc je suis rendu dans mes temps. Ce qu'on va faire ensemble, pour cette question-là de l'innovation, vous le savez, il faut avoir des visions. C'est la dernière. Comment voyez-vous votre métier? Comment envisagez-vous votre fonction de professeur? Dans votre classe, dans votre milieu, dans votre communauté, dans la société en général. Bon, on peut toujours choisir la loupe qu'on veut bien mettre et le filtre qu'on veut bien mettre. Moi, un des filtres qui me porte beaucoup, c'est que nous, comme professeurs, on est en grande partie responsable de tout le développement technologique qui nous entoure. C'est par notre travail que ces choses-là sont rendues possibles. À tous les niveaux, que ce soit du primaire au secondaire, cégep, université ou dans les centres de recherche, ces gens-là sont allés à l'école. On crée de l'école, nous autres, on est des crackpots de l'école. Dès qu'il y a quelque chose qu'on aimerait que les gens connaissent, si on n'a pas l'outil pour que ça se répande ou que ça se sache ou que ça s'apprenne, on se part à l'école. Ça peut être pour la danse, ça peut être pour le théâtre, ça peut être pour n'importe quoi, ça peut être pour des nanotechnologies. Parce qu'on n'a pas de programme, on va faire un petit groupe de laboratoire, on va trouver de l'argent, on va faire une école de gang qui tripe sur les nanotechnologies. Pourquoi? C'est un bon moyen, de développer de la connaissance nouvelle, mais surtout de la transmettre. Une bonne partie de mon travail, c'est là que je vous disais tantôt, je suis le centre de l'univers, mais je sais que je fais partie, comme sur une plage, d'un des innombrables grains de sable anonymes qui font que la plage est ce qu'elle est parce que je suis dedans. Puis si on m'enlève de la plage, personne ne va s'en rendre compte, mais moi, je vais le savoir, je ne suis plus sur la plage, ça fait une grosse différence. Donc voici, en ce qui me concerne, oups, je vais enlever ça, non, j'enlève dessus, je vais mettre ça. Ce que je fais comme métier, comme vous d'ailleurs, pour tous ceux qui travaillent dans l'enseignement, je fais partie de l'innombrable lignée de personnes qui, pendant des millénaires, se sont assurées que la connaissance que l'humanité a accumulée se transmette aux générations qui suivent. Puis non seulement qu'elle se transmette aux générations qui suivent, mais que cette génération-là puisse en générer de la nouvelle. J'ai toujours considéré mon travail de la plus grande des noblesses. On fait ça, nous autres. C'est ça qu'on fait. Ça s'est fait dans toutes les civilisations, partout sur la planète, de tous les moyens possibles. Puis moi, je fais partie de cette gang-là, quand même pas pire. Puis quand les gens critiquent mon travail, je me dis, vous avez bien raison, c'est critiquable, parce qu'effectivement, on génère l'esprit critique, mais je fais quand même partie de ceux qui tiennent le fil de la connaissance. Puis comment on le passe à ceux qui sont autour de nous, ce fil-là, sans couper des brins, je vous le dis, la connaissance, c'est un bien précieux, fragile et fréquemment menacé. Si vous en voulez des exemples, écoutez une nouvelle. On peut vivre aujourd'hui ce qui s'est vécu à la Bibliothèque d'Alexandrie. Il y a 2 ans, à Alexandrie, on a brûlé la bibliothèque napoléonienne. Bien, il y a 1600 ans, on a brûlé la grande bibliothèque d'Alexandrie. Pourquoi? Quand tu coupes la connaissance d'un peuple, ça y est, tu viens de le soumettre complètement. Puis si tu coupes en plus ses repères culturels, bien là, tu peux en faire ce que tu veux, ou à peu près. Puis notre job, nous autres, c'est s'assurer que ça ne se produise pas. Donc, on répand. On ne dit, prend pas toutes les poignées. C'est comme la loi du nombre, les petits poissons qui sauvent des gros poissons. Ils vont peut-être en pogner 1 ou 2, mais il va rester un tas. Mais vous dire, il y a des requins qui sont acharnés. Maintenant, pour rester plus sérieux et serein,
Cette expérience-là que j'ai faite avec vous, c'était pour vous montrer qu'il y a moyen, avec un objet, un phénomène simple, d'aller en tirer une essence qui n'est pas nécessairement celle pour laquelle l'objet était conçu. Pourquoi j'ai amené celui-là? Parce qu'à un moment donné, j'ai donné une formation à des profs du primaire sur le principe d'Archimède. Il y a des profs du primaire ici? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient fait l'activité flotte-coule? Ou l'équivalent? Tu es tanné de la faire. Hein? Ah ouais, moi pareil. Écoute, puis en plus, c'est incroyable, hein? Ça fait 2000 ans qu'elle avance. Ça fait longtemps qu'on la brasse. Cette moyenne histoire. Vous ne la faites plus, c'est correct. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que c'est une belle expérience par laquelle on peut introduire les jeunes au numérique. J'entends par là le quantitatif. On peut la faire qualitative, mais on peut le faire quantitatif. Le problème, c'est que ça prend de l'argent, il faut acheter du matériel, puis on n'en a pas nécessairement. Fait que pour contrer ça, je dis, je vais en faire un. Fait que ça, c'est du matériel didactique recyclé. Il y avait des expériences qui se faisaient dans le temps pour la chute des corps avec des grands rails en bois puis un plastique, puis tu faisais des points dessus, puis tu mesurais tes points, tu faisais des graphiques. Tu sais, dans le bout où on était analogue, hein, où on faisait tout faire à mitaine, construire son propre graphique, tracer ses axes, choisir l'échelle, mettre les points dessus, tracer la courbe, être à la bonne place, le point ne touche pas. Christy, qu'on a mis du temps là-dessus. Hein. Bon, c'est fini ça. Tu plantes ça dans un logiciel comme Excel, le graphique sort, les paramètres de la courbe sont donnés avec les valeurs d'incertitude. Écoute, ça te dit des choses, il faut que tu cherches tout ce qu'il me dit. Oui. Avant, on te le faisait construire par la compréhension de ce que c'est qu'une échelle. Qu'est-ce que c'est qu'une courbe? Comment faire la moyenne de tes points à l'œil? Oui, mais à l'œil, c'est pas bon. Un ordinateur est bien meilleur que moi. Bon, ben, il va être aussi bon que celui qui l'a programmé. Puis si c'est moi qui le programme, vu que je ne suis pas très bon en programmation, ça se peut que l'œil de l'ordi ne soit pas terrible. Parce qu'il y en a qui ont presque l'idolâtrie des machines. Écoute, elle n'est pas meilleure que nous autres, la machine. C'est nous. Toutes les machines qui sont autour de nous, c'est nous. Fait que si vous avez peur des robots, c'est parce que vous avez peur des humains. Non, non, c'est clair. Un robot, ça n'existe pas. C'est nous autres qui les faisons. Là, puis on les fait comme on veut bien les faire. Bon, ce n'est pas moi personnellement, mais c'est nous. Quand on n'a pas ce manie-là de prendre ça au nous, ben, on met des « eux », puis on les classe. C'est gauche, c'est droite, c'est con, c'est débile, c'est pas correct, mais moi, je suis correct. Les problèmes, c'est toujours les autres. Mais voici, cet objet-là, je l'ai fabriqué à partir du vieux matériel qui existait dans des montages qu'on utilisait jadis, mais qu'on destinait à mettre à scrap dans des dépôts de matériaux recyclés. Donc, je l'ai tout coupé, donc il n'a pas coûté de bois. Puis après ça, il fallait que je fasse un système calibré. Donc, pour que ça ne coûte rien, j'ai pris des rebuts de plexiglas. Puis ça, si vous n'en avez pas à votre école, les compagnies qui fabriquent du plexi et qui en vendent, ils ont souvent des retards quand même considérables qui vous donneraient. Ça vous tente? Évidemment, tu ne gosses pas ça avec un canif. Ça prend un banc ici quelque part. Dans les écoles ou dans les commissions scolaires, des bancs ici, il y en existe. Fait qu'il y a moyen de se faire tailler sur mesure. Sur mesure, sur quelle mesure? Sur les mesures que vous aurez déterminées. Vous allez travailler, ce n'est pas gratis. Ah, vous pouvez payer. Si vous avez du budget, achète-moi la patente. Mais celle-là, vous ne l'acheterez pas, elle ne se vend pas. Fait que finalement, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Il y a tout ce que j'ai essayé d'imaginer pour faire une formation qui permettra aux profs de voir que la dimension quantitative peut s'obtenir assez simplement, puis confronter les jeunes avec qui on fait le travail de flotte-coule à l'idée qu'il y a des mesures qui peuvent être faites si le dispositif a été prévu à cette fin-là. Dans ce cas-ci, les feuilles de plexiglas, je les ai taillées et collées au silicone. On s'entend-tu qu'on n'est pas dans la nanotechnologie, là? Une crotte de silicone, tu attends une journée, puis si tu as bien fait ta job, c'est étanche. Bien là, tu vas le savoir, parce que quand tu vas mettre de l'eau dedans, si ça pisse de partout, tu vas dire, ah, il y a quelque chose, je n'ai pas prigé. Mais c'est sûr que si vous l'achetez faite, elle va arriver graduée. Fait que là, on imagine qu'il y a quelqu'un qui y a pensé. Mais moi, j'aime bien m'imaginer que tout ce qu'on utilise, vous voyez des objets ici. Vous en voyez des objets? Non, vous devriez voir des idées. Ça, c'est des idées. Tous ces objets-là ont été des idées avant d'exister. Puis je vous parlais tantôt de la puissance des mots. Ce sont des idées très complexes qui président à l'aboutissement d'un objet comme celui-là. Ça prend donc un vocabulaire, une structure pour organiser les idées du même ordre de complexité que les explications qu'on va en donner quand on va s'en servir. Ceux qui pensent que le français, c'est un pet, moi je vous le dis, le code qui donne accès à toute la connaissance de l'humanité, il n'est pas dans la bague du Seigneur des Anneaux, il est dans notre langue. Maîtriser sa langue, ça rend accessible toute cette connaissance-là. Donc moi, je pense que évidemment, j'ai une façon bizarre de m'exprimer. Je ne maîtrise peut-être pas le français oral, mais j'essaie de maîtriser la structure de la langue quand même. Donc voici, si vous faites votre bidule de 10 cm par 10 cm intérieur, beau problème, vous allez devoir déduire l'épaisseur pour deux des côtés. Non, mais c'est pas rien. Si vous n'y pensez pas, ça ne marchera pas. Bien, vous allez le savoir après. Ça ne marche pas, il me semble que. Bien, vous avez une section carrée de 100 cm carrés. Dites-moi oui.
Moi, c'est le fun, les réponses, je vous les donne. Dites oui. 10 par 10 fait 100. Donc, chaque fois que l'eau va s'élever d'1 centimètre, vous avez déplacé 100 millilitres d'eau. Quand même, belle patente. Hein? Mais ça veut dire quoi, ça? Si je soulève mon bidule, ou plutôt je l'abaisse, bien, ça y est, ça reste en équilibre. J'ai déplacé de l'eau. Si je tourne, j'ai collé là-dedans une règle très simple, du même genre de règle qu'on demande à nos élèves de se procurer. C'est une règle ordinaire, en centimètres. Bien, si je regarde de quelle valeur le niveau d'eau s'est élevé, je peux vous dire quelle est la poussée qui s'exerce sur l'eau maintenant. Pourquoi ça? C'est ça qu'il a dit Archimède. Voulez-vous le voir? Je vais vous le montrer ici. Une autre chose qui, des fois, bouleverse un peu notre imagination, c'est je vais appuyer sur la balance sans toucher au fond du récipient. Actuellement, ça lit 0,0. Je me suis arrangé pour mettre à 0 le poids qui est dessus. Au petit coup, l'électronique et le numérique permet ça, quand même. Hein. Et voici, j'enfonce un bidule, mais je ne touche pas au fond. Puis la balance m'indique 0,4. Est-ce qu'on peut pousser sur de l'eau? Oui. La preuve, regardez, je suis en train de pousser sur de l'eau. Puis la balance me le dit. Mais je peux vous dire une chose aussi, la bouteille pèse 0,4 kg de moins maintenant parce qu'elle est supportée en partie par Archimède. Il y a du beau stock dans Flotte Cool quand même. Hein? En fait, pourquoi il y a du beau stock? C'est pas évident. Trouvez-vous ça évident? Là? Ah, vous le savez. Là. Vous l'avez étudié, vous l'avez enseigné, c'est réglé. Imaginez qu'on dit ça à quelqu'un qui n'a aucune idée de quoi on parle. Puis on aimerait qu'éventuellement, il le comprenne, pas juste qu'il le sache, parce que vous le savez. Mais il y a plein de choses que vous savez. Vous savez marcher. Comprenez-vous ce que vous faites quand vous marchez? Oui, j'espère que oui. Okay. Mais voici. Pour savoir marcher, là, j'ai pris une chance. Je vais... Ah boy. Non, je vais la faire à la fin. Là, c'est plus l'ordre du temps. Il me reste combien de temps? Pardon? 10 minutes. Je vais la garder pour la fin. Ça se peut que je ne le fasse pas. OK. On va prendre un autre que je trouve très, très, très intéressante. Parce que justement, elle va provoquer le genre de réaction que j'aimerais voir apparaître dans la face du monde. Deux manipulations très simples. Tous les objets qui sont autour de nous peuvent servir de prétexte pour de la formation poussée. On peut parler de physique atomique quand tu as un bout de papier dans les mains. Tu peux parler des atomes qui sont dedans, puis tu peux en parler à un niveau de physique atomique. Mais tu peux juste parler de la fabrication du papier ou de ce qu'on peut faire avec le papier ou de la pollution du papier qui traîne partout. Voici un jouet. Vu que tu as gentiment accepté que je te lance 300 grammes d'air tantôt sans mettre tes mains, voici ce qu'on va faire ensemble. Tu gardes toujours le cornet dans l'axe du ressort. Okay, je vais le répéter. Garde toujours le cornet dans l'axe du ressort. Non, mais dites ça à quelqu'un qui ne comprend pas le sens des mots que je viens de dire là, puis c'est fini, il va faire n'importe quoi. Là. À chaque jour, on fait ça dans nos cours. On leur dit plein d'instructions, puis chacun des mots de nos instructions comporte énormément de sens possible, puis on voudrait qu'il y en ait un seul, puis souvent, on n'a pas pris le temps de le préciser. Puissant job qu'on fait quand même, toujours dans l'axe du ressort. Et voici une belle représentation, une métaphore, une analogie de ce que je suis en train de faire. J'émets des sons qui se propagent dans l'air, qui atteignent vos oreilles, qui font vibrer vos tympans, et vous entendez. Mais la vraie question, c'est, est-ce que derrière l'émetteur et le récepteur, il y a un cerveau capable d'interpréter le message? Et voici ce que ça donne. Nathalie! Étonnamment, je ne vois pas beaucoup de face parce que je ne les ai pas d'en face, mais plein de monde ont un sourire d'en face. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ce que je viens de faire? En fait, je vais vous le dire, ce que je vois dans les sourires que vous avez d'en face. Puis ça, il faut toujours prendre la peine de le dire aux étudiants quand ça se produit. Il y a plein d'étudiants qui nous disent « Ah, moi, je ne veux rien savoir, ça m'écoeure, cette affaire-là, ça ne me servira à rien, puis c'est obligatoire. » OK, vous avez raison. Toi, tu ne veux rien savoir, mais ton corps, lui, il veut. La preuve, c'est que quand vous êtes devant un phénomène nouveau, qui n'est pas menaçant, puis qui a l'air intriguant, il y a une joie qui s'exprime spontanément par un sourire. Ça veut dire que même si les jeunes vous disent qu'ils ne veulent rien savoir, vous pouvez leur répondre, ben toi, tu ne veux rien savoir, arrange-toi avec tes troubles, ça se peut qu'effectivement tu ne saches rien, mais prive donc pas ton corps de son plaisir d'apprendre. Donc, vous venez de voir ici, en partie, comment le corps exprime son plaisir d'apprendre. Ah, ben tiens, pendant qu'on est là, ça prendrait un autre bénévole, parce qu'on ne se rendra pas à la fin, mais ce n'est pas plus grave que ça. Là, regarde. Vous avez compris l'essentiel? Hein? Ouais, on peut continuer, mais il y a quelqu'un qui voudrait venir tenir leur sort? Je vais vous faire entendre le plus beau bruit que ce jouet-là produit. Moi, j'ai terrorisé un de mes neveux qui était tout petit. Un moment donné, j'ai mis ça dans le téléphone, puis quand je l'ai appelé, j'ai dit « Jonathan », puis il a entendu la voix, il a raccroché, il pensait que c'était...
Voyez-vous, des fois, on pense qu'on provoque un effet. Il faut garder le ressort dans l'axe. Il faut s'approcher du public, donc il faut faire partie de la gang. Quand on dit nous, il faut être dedans. Non, ben, restez là quand même, parce que je n'ai pas les bras assez longs. Écoutez bien. C'est bon? C'est parfait, ça. Vous gardez le bidule dans l'axe du ressort toujours, ouais. Ça, c'est mes coudes qui craquent. Non. OK, écoutez bien. Normalement, je dis aux gens, fermez vos yeux parce que l'essence de l'ouïe excitée seule, ça produit des effets qui ne sont pas les mêmes que quand on regarde. Mais vous pouvez regarder quand même, je ne contrôlerai pas. Vous êtes prêts? Ça va faire un bizarre de son. Puis là, je vais partir à la course, je vais me mettre à côté de toi. Ça ne te dérange pas? Donc, tu ne seras pas surpris? OK. Quel son! Ça vient de ce patente-là. C'est tout. En fait, c'est pas tout. C'est pas tout parce qu'une fois qu'on a fait ça, si on est dans une école, nous autres, on va l'expliquer, ça. Puis pire que ça, il va sortir des équations de l'explication. Puis là, on leur dit que c'est ça qui est important, trouver une façon formelle de rendre compte de ce qui vient de se produire. C'est pas tout de dire, ah, il y avait un beau son, ça ressemblait à des baleines, ça ressemblait à Star Wars, parce que quand on demande ça ressemble à quoi, là, on voit la culture. Il y a des gens qui vont dire orage, d'autres baleines, d'autres Star Wars. Correct. Et voici maintenant, je vais en faire une terrible, OK? Là? Fait que là, j'espère que ça va fonctionner. Je vais faire devant vous quelque chose de fantastique. Je vais faire bouillir de l'eau. Il faut juste que je m'assure que tous mes senseurs sont là. Température, pression, c'est lui. J'imagine que c'est le bon. OK, c'est bon. Donc, j'ai mis de l'eau là-dedans. Je vais allumer ça, puis on va faire bouillir de l'eau. Oups. Là, c'est le fun, il y a du feu, ça va-tu exploser? Puis juste quand ça va être le temps, vous allez regarder le graphique qui est derrière, est-ce qu'il est affiché? C'est là où il faut mettre l'image dans l'image, parce que ce qui compte, c'est les deux. L'avantage que je trouve au numérique, c'est que ça permet maintenant de faire saisir des dimensions d'un phénomène qui se produit en temps réel. Avant ça, c'était en temps différé. Hein. Tu prends tes mesures avec ton temps au chronomètre, tu fais ton petit tableau, tu fais tes échelles, tu mets ta ligne, là, tu dis, ah non, ça a fait ça. Là, vous allez le voir live. Prêt? Essayons. Je vais juste m'assurer que mon temps est bon. Ça y est, c'est parti. Oups. Ça y est, c'est parti. Vous voyez une coupe apparaître. Bon, évidemment, à 1000 degrés, on ne se rendra pas là. On va y aller on va y aller pour 105, ça. 105 degrés. Bon, bien ici, on va mettre 20. 10. Et voici. Puis là, je m'approche. Puis vous allez voir, j'espère. Laissez-moi vous demander de le voir, j'espère. Oh! C'est pas le bon senseur. J'ai le même problème que tantôt. Là, j'ai beaucoup de peine. Ça tu paraît-tu que j'ai beaucoup de peine? Non? OK. Voici, voici le contre-exemple. Vous ne la verrez pas. Vous ne la verrez pas, la courbe. Mais je sais que je peux l'avoir. Mais vous, là, vous ne la verrez pas. Fait que là, vu que je suis acharné, je vais recommencer, mais pas avec lui. Donc, celle-là, vous ne la verrez pas. Mais je vais vous la raconter. La température aurait dû s'élever jusqu'à atteindre 100 degrés. Vrai? Vous avez ça avec l'eau boisson. Mais il y a quelque chose qui dérange à peu près personne, ça m'énerve toujours, ça ne dérange pas, c'est que la température va rester à 100 même si je continue de chauffer. Ça, tu dis ça à quelqu'un? Ben oui, c'est normal, l'eau à bout à 100, puis à bout à 100. Ah ouais? Toi, tu continues de chauffer quelque chose, puis sa température arrête de monter, puis ça ne te dérange pas? Ça devrait. Puis en même temps, pour nous autres, les gens d'enseignement, il faut l'expliquer, ça. Là, je vais faire pire. Donc, ça se peut que vous ayez un deuxième contre-exemple. La raison pour laquelle ça ne me dérange pas du tout de le faire comme ça devant vous, c'est que si nous autres, les profs, il faut prendre des risques. Évidemment, il ne faut pas que ça soit de même tout le temps, parce qu'après 2-3 shots, les étudiants, ils ne vous feront plus confiance. Mais si ça ne vous arrive jamais que ça plante pendant que vous le faites, bien, vous n'êtes comme pas du monde normal. On sait bien, toi, tu es prof, toi, ça marche tout le temps, mais moi, quand je le fais, ça ne marche pas.
D'ailleurs, je l'ai entendu hier. La maudite techno, quand il est là, le technicien, ça marche, mais quand je suis seul, ça ne marche plus. Oui, peut-être. Fait que voici ce que je vais faire. Je vais mettre de l'eau là-dedans. J'espère la bonne quantité. La bonne quantité, c'est la quantité qui fait en sorte que le thermomètre qui est ici, puis là, je vais essayer de le localiser, celui-là. Là. Attendez-moi un peu. Quand il y a beaucoup de fils, à un moment donné, c'est facile de se tromper. Là. Celui-là. Vérifions si ça lit. 31. On va faire un petit test. Là. J'aurais dû y dire. Je vais faire un petit test. Ah, non, ça a l'air à marcher. Bizarre, même branchement. Savez-vous quoi? Ça ne me tente pas d'essayer de le décortiquer devant vous. Mais si j'étais devant ma classe, je prendrais un bon 5 minutes juste pour essayer de voir où ça buguait. Peut-être pour ne pas faire l'expérience, mais pour essayer de trouver là, parce que ça vient de se produire, c'est le temps de regarder, ce n'est pas demain. Il y a des gens qui détestent ça. Hein? Non, mais ça fait partie, en fait, ça fait partie des événements qui nous mettent à la même place que nos étudiants. Tu sais, quand ils font un examen, puis ils ont les oreilles rouges, puis ils pensent que leur vie est finie, puis qu'ils vont se ramasser sur la rue Saint-Jean avec une canne pour quêter. Là. Les autres, c'est la fin du monde quand ça ne réussira pas. Là. Bon, bien, il faut rester calme. Puis si on... J'ai souvent la manie de dire, tu sais, en enseignement, on donne beaucoup d'exemples. Mais l'exemple qu'on est parle souvent beaucoup plus que les exemples qu'on donne. Fait que si vous aimez apprendre, ça va paraître, puis ils vont le détecter, je vous le garantis. Si vous n'aimez pas apprendre, ça va paraître, puis ils vont le détecter, je vous le garantis. Ils ne sont pas cons, les jeunes. En fait, ils sont aussi pas cons que vous n'étiez pas cons quand vous étiez à leur place. Donc, rappelez-vous de ce que vous étiez quand vous étiez étudiant. Votre enseignement sera centré sur l'étudiant, parce que c'est ce que vous étiez. Il ne faut pas le dire comme ça. Je sais bien, je viens de dire une connerie, mais... OK, ça y est, on y va. Ce que je vais faire, c'est ceci. Je vais enfoncer un thermomètre numérique, un thermocouple, dans le petit réservoir d'eau qu'il y a là. Je vais m'assurer... Ah, si, bon, c'est trop cru. Ben, c'est pas grave, je le laisse là. Je ne vais pas commencer à tirer de l'eau, ça ne finira pas. Vous allez quand même voir l'essentiel du propos. Donc, ce que je vais faire devant vous, c'est ceci. Puis là, si je n'avais pas ce pot d'en face, je verrai ce que je veux voir. Je vais faire bouillir de l'eau jusqu'à ce qu'elle gèle. Ah, là, je l'ai même entendu, je ne l'ai pas rien que vu. Hein? Il s'est trompé. OK, je vais leur dire. Je vais faire bouillir de l'eau jusqu'à ce qu'elle gèle. Ah, là, il y a des sourcils qui lèvent, il y a du monde qui me regarde, il doit savoir de quoi il parle, ça va être un truc. Non. Là, vous connaissez ça, l'eau, vous me l'avez dit tantôt, ça bout à 100, ça gèle à 0. Vous connaissez l'eau quand même. Là. Vous savez comment ça marche, de l'eau, c'est un fluide, des molécules, il y a de l'agitation, il y a plein d'affaires. On sait plein d'affaires sur l'eau. Saviez-vous ça, qu'on peut faire bouillir de l'eau jusqu'à ce qu'elle gèle? Voulez-vous le voir? C'est le fun, hein? Vous ne le montrerez pas. Non, je ne ferai pas ça. Non, mais quand même, il ne faut pas se priver du plaisir de voir quelque chose qui ne marchera peut-être pas. Ça y est, c'est parti. Donc là, je viens de faire apparaître, je vais mettre au 150, je leur bougerai. Ce que je vais faire pour faire bouillir l'eau, je vais faire le vide dans la capsule. Ce qui m'a fait amener une pompe qui pèse à peu près 100 livres. On est loin de la clé USB. C'est ça, l'analogique. Et voici, c'est parti. Vous êtes prêts? Observez bien. Il faut voir et le graphique et l'image de la caméra. C'est-tu possible? Et ce qui sort de l'ordi et ce qui sort de la caméra. Sinon, ça ne vaut pas la peine d'avoir tout branché. OK, c'est parfait. Bingo. C'est prêt? Et je pompe. Et ça bout. Et qu'est-ce qui arrive à la température? Elle descend. Donc, vous voyez que c'est en train de bouillir et de refroidir. Dites-moi pas non, là, parce que c'est pas moi qui mène, c'est le thermomètre. Puis là, je vais mettre ici quelque chose comme moins 5. Moins 10. OK? Peut-être jusqu'à moins 10. Puis là, il faut qu'on attende. C'est l'autre différence entre l'analogue et le virtuel. C'est qu'il faut laisser l'effet se faire, comme le disait Pumba dans Le Roi Lion. Puis pour que l'effet se fasse, ça peut prendre du temps, genre 5 minutes. Fait que là, il faut meubler 5 minutes. Bien, pour meubler 5 minutes, ce que vous voyez là, c'est un comportement de l'eau qui est connu depuis longtemps, mais pas de tout le monde. Puis ce n'est pas nécessaire que tout le monde le connaisse. Mais quand quelqu'un fréquente des milieux comme les nôtres, bien, il y a du monde dans notre gang dont le job, c'est de leur montrer ça, leur expliquer ça. Puis qu'est-ce qu'il y a derrière ce phénomène-là? Des théories extraordinaires qu'il a fallu à l'humanité, mettons ça rough, là, quelque chose comme 1000 ans, 1000 à 2000 ans, pour en formuler une version qui est relativement acceptable. Puis nous, on va parler de ça à des jeunes pendant une période de quelques semaines. Est-ce que j'ai une fuite? Non, j'espère que non. S'il y a une fuite, je vais vous le dire tout de suite, ça ne gèlera pas.
Et si ça gèle, ce que je souhaite. Une des raisons pour lesquelles ça ne m'énerve pas que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il a fallu que je transporte tout ça, que je branche ça vite. Tu sais, d'habitude, tu prends ton temps, tu t'installes, tu le testes 3 fois, c'est réglé. Mais là, je suis dans le corridor avant que vous entriez. Fait que je ne l'ai pas testé 3 fois. Fait que si ça ne marche pas, pas plus grave. Les conditions expliquent. Ça n'excuse pas. J'aurais pu me préparer. On dit, regarde, je vais juste faire les affaires qui marchent. Mais non, moi, j'aime bien faire les affaires qui ne marchent pas. Il y en a. En fait, ça marche toujours. Mais pas toujours comme je veux. Puis il y en a autant à dire quand ça ne fonctionne pas comme je veux que quand ça fonctionne comme je veux. C'est pour ça que ça ne m'énerve pas, moi, quand ça ne marche pas. Au contraire, j'espère que de temps en temps, ça ne fonctionnera pas. Parce que ça, j'aurais l'air du gars des vues. Pour les Français, s'il y en a qui nous écoutent, le gars des vues, c'est le gars qui s'arrange pour que tout fonctionne. Comme la techno, d'ailleurs. La majorité des gens ne veulent pas voir la techno. Ouais, j'ai un petit doute, là, j'ai peut-être une fuite. Vous avez quand même vu que pendant que l'eau bouillait, la température s'abaissait. Hein? Ouais. Dans les bonnes conditions, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, on va peut-être le voir, mais je ne suis pas sûr que je vais me rendre même à zéro. Si je laisse la pompe aller, est-ce que le bruit vous dérange? Pas vraiment. Si je laisse la pompe aller, éventuellement, ça pourrait geler. Mais là, sais-tu quoi? Tu peux vite te défaire le dos pour nous montrer quelque chose qui va geler. On va regarder la capsule tout à l'heure. Si elle gèle, on va le laisser aller. Si elle gèle avant que le temps soit écoulé, bien, je vous dirai, regardez, ça a gelé. Mais je vais vous dire la version que ça donne souvent quand on a le temps de s'installer et de faire 2-3 tests de suite pour avoir réglé tous les paramètres, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Je me demandais si je n'entendais pas la fuite. Non. C'est que l'eau gèle. En fait, l'eau descend à une température inférieure à 0. Donc, tu as de l'eau liquide en bas de 0. Ça, ça énerve bien du monde. Parce que, il est 0, elle devrait être gelée. Mais non, elle peut être encore liquide en bas de 0. Mais quand elle va geler, sa température va s'élever. Donc, de l'eau qui s'évapore, comme on vient de le voir, pendant qu'elle bouillait, elle refroidissait. Puis lorsqu'elle gèle, elle réchauffe. Ça, quand tu dis ces deux choses-là dans la même phrase, il y a du monde qui ne te croit plus. Puis notre métier, c'est de faire en sorte qu'à la fin, non seulement ils nous croient, ils nous comprennent. Et ils pourraient par eux-mêmes l'expliquer. Quand on se le fait dire, ça a l'air irrationnel. On se demande de quoi il parle. Mais quand on a à le dire, là, notre esprit s'organise. Là, il faut raisonner tout ce qu'on dit. Donc, nous, quand on enseigne, les gens reçoivent ce qu'on dit comme une expérience un peu empirique. Les morceaux arrivent, on ne sait pas vraiment comment ils se connectent dans l'esprit des jeunes qui sont devant nous. Heureusement, on n'a pas 20 minutes pour faire une démonstration. On est avec eux pendant des années. On a le temps d'installer nos idées, mais ça prend des années. Ça ne se fait pas en 5 secondes. Donc, les gens qui disent, avec du numérique, on peut les empourer de l'information dans la tête, ils vont comprendre plus vite et mieux. Peut-être, mais maturer dans son esprit personnel une idée qui a fallu 2000 ans à l'humanité, puis on ne parle pas des plus caves d'entre nous qui vont travailler là-dessus, même si c'est des sujets qui n'intéressent personne. Bien, quand on demande à nos jeunes d'apprendre ça, ils ont un avantage, ils n'ont pas à le découvrir. C'est peut-être une découverte pour eux, mais c'est un savoir connu. Puis on a trouvé des trucs. Ça fait des années qu'on génère des trucs. Est-ce que les pièces de monnaie ont fini de circuler? Oui. Oui? J'imagine qu'avec le temps qui me reste, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce qui me reste de temps pour vous le dire. Hein? Ah, il y en a qui n'ont pas vu. Ça, c'est plate. Hein? Ils sont rendus où? Ah, ils sont disparus. OK. 25 cents. OK, il y en a 2 là. Il doit y en avoir une 3e qui traîne à quelque part. J'aimerais bien les revoir. Ah, OK, donc vous saviez ce que vous aviez entre les mains? Du métal tout croche et sale. En fait, vous aviez entre les mains des objets que moi, je prends la peine d'acquérir parce que j'aime ce genre de choses-là. Fait que je me dis, probablement que dans la salle, il y a peut-être une personne ou 2, peut-être plus, mais dans le fond, je m'en fous. Je m'essaye. Moi, ces objets-là me font rêver. Vous aviez entre les mains, je ne vais pas te décourager, là, mais on oublie ça. Elle ne gèlera pas. Vous avez 2 contre-exemples, vous êtes servis. Voici ce que vous avez eu entre les mains. Cette pièce-là, la plus petite pour ceux et celles qui l'ont eu, les autres, j'ai de la peine pour vous. La petite pièce, je vais essayer de vous la montrer ici. Écoutez, là, un microscope digital, le numérique, c'est fantastique. Savez-vous comment ça coûte? 16 $. Vaut pas la peine de s'en passer. On peut marcher dessus, puis on n'a même pas mal au cœur. Évidemment, ce n'est pas facile à manipuler, mais vous aviez entre les mains une pièce qui a été frappée par le roi Hieron II, qui était le patron d'Archimède. On entend parler d'Archimède. Là, je vais essayer de vous montrer les lettres de son nom. Là. Vous allez voir des... J'espère, vous allez voir. J'aurais dû m'amener un trépied, mais je pensais qu'avec la caméra, on serait bon.
Oups. Voyez-vous, un iota, un epsilon, un rho, puis un petit o. Ça, c'est hiéro. Puis de l'autre bord, il y a un nu, hiéron. Hiéron 2, c'était le patron d'Archimède. Celui dont on pense qu'il aurait demandé à Archimède de régler le cas de la couronne parce qu'il pensait que c'était fait avoir par l'orfèvre qui aurait mis de l'argent dans l'or. Vous avez entendu cette légende-là, peut-être? Non? Bien, il a existé pour le vrai, le bonhomme. Puis ça, c'est une monnaie qui a fait frapper. Puis savez-vous ce que ça me fait quand j'ai ça dans les mains? Ça me fait rêver. Fait que je me dis, peut-être que ça n'intéresse personne, mais vous avez eu tout à l'heure une pièce qui avait 2245 ans d'existence, qui était contemporaine d'Archimède, qui était frappée à Syracuse. Puis vu qu'à Syracuse, c'était pas 4 milliards, c'est même probable qu'Archimède lui-même l'ait eu entre les mains. On ne le saura jamais, puis on s'en fout dans le fond. Mais moi, c'est le genre de choses qui me font rêver. Puis vu que dans la salle, je me dis, il y a peut-être des gens que ce genre d'objet-là fait rêver, bien, je le passe. Puis ceux que ça fait rêver, bien, rêvez donc. Par contre, la chose importante, c'est la suivante. Pendant que vous l'aviez dans les mains, vous aviez, pas un trésor, parce que ça s'achète sur Internet, ça peut être plus ou moins dispendieux, ça dépend de la qualité, ça dépend du vendeur, ça dépend de plein de choses, mais il y a moyen, si vous êtes bien patient, d'essayer de trouver des bons prix, mais il faut être patient et mettre du temps. Bien, la chose fascinante, c'est la suivante. Quand vous l'aviez entre les mains, étiez-vous ému? Maintenant que vous savez ce que c'est, aimeriez-vous le revoir? Mais ça ne se produira pas. Puis la chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Cet objet-là, quand vous l'aviez entre les mains, ça ne vous faisait pas un pli sur la différence. Pourquoi? Bien, c'est une patente, on regarde, il y a des patentes dessus, c'est vieux, ça a peut-être été fait au magasin du coin, il va nous dire de quoi. Mais maintenant que vous connaissez son histoire, là, tout à coup, il y a une valeur. En fait, l'objet en question, sa valeur ne réside pas dans son existence même, réside dans le fait qu'on en connaisse l'histoire. C'est vrai pour certains objets, et même la plupart des objets, mais c'est vrai aussi pour les connaissances qu'on enseigne. Si on ne prend pas la peine de montrer d'où vient ce qu'on enseigne, comment on s'y est pris pour réussir à faire en sorte que maintenant on ait une explication qui est compréhensible par une majorité de l'humanité qui a pris la peine d'étudier ce qu'on enseigne à l'école qui ne sert à rien, hein? Bien, c'est probablement la chose la plus importante. Fait que quand je fais des montages ou j'utilise des objets, je les fais pour me remettre dans l'idée qu'à une époque, on ne savait pas ce que je vais montrer quand je vais le montrer. Puis, qu'est-ce qu'on savait à cette époque-là? Probablement que c'est très proche des préconceptions que les gens ont quand ils n'ont pas encore suivi de cours de sciences ou de cours qui leur auront expliqué un peu comment maintenant, en 2000, 2015, on voit le monde. Mais dites-vous ceci, pendant que cette pièce-là circulait, les gens croyaient à tout le panthéon des divinités grecques, dont le boss de la gang, ce n'était pas Hiéron, c'était Zeus. Puis les gens en question croyaient que la foudre, quand elle s'abattait quelque part, c'est Zeus lui-même qui l'avait lancée. Qui, aujourd'hui, pendant un orage électrique, pense à Zeus? C'est réglé. Fait que là, on va faire un petit test d'anthropologie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été témoins personnels directs, là, qui l'avaient vu, pas qui n'avaient entendu parler, du fait suivant? Pendant un violent orage électrique, une vieille personne, genre ma mère ou mes oncles ou mes tantes peut-être, mais peut-être une plus jeune, ça dépend des endroits, s'est levée, est allée chercher de l'eau bénite et l'a mis sur la table. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été témoin de ce fait-là? 1, 2, 3, je ne vois pas tout le monde, 4, 5, 6. Il y a 6 personnes dans la salle qui ont vu quelqu'un se lever pendant un orage électrique, aller chercher de l'eau bénite et le mettre sur la table. Les autres, ça ne vous dit rien, ça? Bien, vous êtes les derniers témoins vivants d'une pratique qui est en train de disparaître. On ne prie plus Zeus quand la foudre tombe. Bien, dans une génération, vos enfants ne vous auront pas vu le faire. Ils ne sauront même pas que quelqu'un pouvait faire une affaire de même pendant un orage électrique. Fait que finalement, les connaissances qu'on enseigne, ils s'incarnent à une époque. Savoir contre quoi et contre qui ce qu'on enseigne a été créé ou s'est installé, puis à quelle époque ça s'est fait, ça, justement, justifie notre travail de formateur, de professeur, de gens qui avons entre les mains une partie du fil de la connaissance. Puis il faut le transmettre avec beaucoup de respect aux jeunes qui sont devant nous pour éviter que les brins se cassent, parce qu'il y a des brins très fragiles. Puis si on ne veut pas qu'ils soient fragiles, il faut qu'on en connaisse la source, puis qu'on en voit le potentiel. Mais on est bien pourri pour lire l'avenir. Hier, on se questionnait où sera l'école dans 15 ans. Jadis, on avait des astrologues pour ça. Les astrologues, ils lisaient les signes. Là, il y a des signes qui m'annoncent qu'un jour, il se passera ça. Aujourd'hui, ceux qui lisent les signes beaucoup, c'est les économistes. Il y a des signes qui nous annoncent qu'il y aura une reprise. Mais si elle ne vient pas, bien, les signes ne sont plus les mêmes. Bon, je ne sais pas si c'est une transmission de la lignée directement des... Peut-être.
Étonnamment, d'ailleurs, le même genre de personnes qui lisent les signes conseillaient les puissants à l'époque. Bien, encore aujourd'hui, c'est ces gens-là qui conseillent les puissants. Fait que peut-être qu'on pourrait leur enseigner quelques notions historiques, pragmatiques, qui n'intéressent personne, mais qui changent notre vie. Excuse-moi, voici le signe qui me dit que c'est la fin. Je vous remercie beaucoup.